Bonjour et bienvenue dans le garage. Ça fait quelques mois que j'ai cette défonceuse, une Triton TRA001, et maintenant que j'ai une idée de ce qu'on peut faire avec, je vais vous démontrer pourquoi, à mon avis, cette machine peut être la pire comme la meilleure en fonction de ce à quoi vous la destinez. Mais avant ça, si vous ne connaissez pas les défonceuses, ou si vous ne les connaissez pas très bien, je vous invite à aller voir la vidéo qui apparaît dans les fiches. Elle traite des bases de la défonceuse. Je vous mets aussi le lien dans la description. À la fin de la vidéo des bases de la défonceuse, j'avais déballé cette machine, alors si vous aimez les unboxings, allez y jeter un œil. Alors avant de parler de cette machine, je vais commencer par préciser tout de suite un point important. Je ne recommande pas cette machine à un débutant, c'est absolument pas un modèle adapté. Alors je vais vous expliquer pourquoi, mais avant, pour bien comprendre, il va d'abord falloir qu'on parle des différentes catégories de défonceuses. Perso, j'en compte 4. La première catégorie, ce sont les affleureuses, les défonceuses les plus petites. Elles sont peu puissantes, légères et surtout très maniables. On peut les utiliser d'une seule main, mais je vous recommande quand même d'utiliser vos deux mains. Elles sont conçues pour tous les usinages sur une arête, d'où leur nom. De par leur usage dans un contexte spécifique, cette catégorie est évidemment pas idéale pour débuter. Le champ d'action de ces machines est trop limité. Ensuite, je classe les défonceuses en fonction de leur puissance. D'abord les moins puissantes, jusqu'à environ 700 watts, les moyennes de 700 à 1500 watts et les grosses de plus de 1500 watts. Les défonceuses jusqu'à 700 watts, ce sont souvent des défonceuses premier prix bas de gamme. Je ne les recommande pas. D'ailleurs, on en trouve de moins en moins et c'est pas dommage. Pour la plupart des gens qui n'auront qu'une défonceuse, je recommande une défonceuse de puissance moyenne entre 1000 et 1500 watts environ. Ce sont les machines les plus polyvalentes, elles ne sont pas trop lourdes et elles acceptent les fraises de diamètre de queue les plus courants. Les défonceuses de la dernière catégorie, les plus puissantes, ne sont pas idéales pour les travaux délicats. Elles sont lourdes, voire très lourdes parfois. Ce sont des machines conçues pour des travaux comme de la charpente par exemple. Eh bien cette machine fait justement partie de cette catégorie. Elle est lourde, 7,7 kg et elle est puissante, très puissante même, 2400 watts, c'est plus que la toupie de ma combinée. Alors j'utilise cette défonceuse au quotidien, malgré tout, parce que j'ai pas le choix, c'est la seule que j'ai. Ma défonceuse principale, c'était celle-ci. C'est un modèle de 1100 watts, elle est adaptée à la plupart des travaux, mais elle est morte. J'utilise donc cette machine pour des opérations pour lesquelles elle n'est pas adaptée en dehors de son domaine d'usage. Alors, elle sait faire ce que je lui demande, mais pas toujours bien. La conclusion de cette situation, c'est que si vous pensez qu'une défonceuse puissante et lourde peut tout faire, c'est vrai. Mais c'est pas pratique, c'est pas confortable, et par conséquent, ça peut être dangereux, ou on peut faire un travail pas forcément hyper propre. Vous avez peut-être pu constater dans certaines vidéos de l'établi que je suis pas toujours à l'aise quand j'utilise cette pétoire. Alors pourquoi acheter cette machine ? Je la conseille certainement pas pour une utilisation comme défonceuse classique. Elle est bourrée d'inconvénients dans ce mode. C'est pas pour ça qu'elle est conçue, et ça se ressent bien à l'usage. Bon, elle est trop lourde déjà, et comme elle est puissante, son moteur est lourd. Le moteur est placé très haut, donc le centre de gravité est lui aussi assez haut. Les poignées, elles sont mal placées, elles devraient être plus basses, comme ici. Tout ça cumulé, donc le centre de gravité trop haut, et puis les poignées, elles aussi trop hautes, rend la machine parfois instable. Quand on pousse la défonceuse, elle a tendance à basculer plutôt qu'à avancer. Vous avez peut-être noté que quand je l'utilise, je pousse parfois la base et je ne tiens pas les poignets. Et c'est pas pratique du tout. Et puisqu'on parle de l'ergonomie de cette machine, voilà un autre inconvénient. On ne peut pas facilement la mettre la tête en bas pour changer de fraise, parce que le fil gêne. Encore autre chose, le moteur est régulé automatiquement, mais au démarrage, la rampe d'accélération est plutôt violente, et parce que le moteur est puissant, la machine donne un à-coup plutôt fort. Il faut la tenir très fermement, ça fait beaucoup de défauts pour une seule machine. Mais tous ces défauts disparaissent, voire même certains deviennent des avantages dans le mode d'utilisation pour laquelle cette défonceuse est prévue. Cette machine est conçue pour une utilisation sous table, et elle est parfaite dans cette configuration. C'est pour ce mode d'utilisation que je l'ai acheté. Reprenons tous les défauts que j'ai évoqués. Le poids et le centre de gravité d'abord. Sous table, bien sûr, c'est pas un problème. C'est même un atout, la machine sera d'autant plus stable avec un poids élevé, placé tout en bas. Poser la machine sur la tête, utiliser les poignets, c'est hors sujet dans un mode sous table. C'est plus un problème du coup. Quant à la coup au démarrage, la machine est maintenant solidaire de la table, elle est parfaitement maintenue et on va pouvoir tirer avantage de la grande puissance de la machine. Vous allez voir que des avantages, elle en a encore plus dans ce mode-là, mais auparavant, on va la regarder d'un peu plus près. Voyons d'abord la motorisation. J'en ai déjà parlé un peu, la machine a un moteur très puissant de 2400 watts. C'est un modèle à charbon, on voit l'accès au charbon ici, et ici. On n'aura pas besoin de démonter la machine le jour où il faudra les changer. Le moteur est régulé électroniquement. Ce qui est régulé, c'est la vitesse de rotation, pas la puissance. Ça signifie que l'électronique va faire en sorte que le moteur tourne à la vitesse voulue, quelles que soient les conditions.
Par exemple, si vous travaillez un bois tendre et que vous usinez à une faible profondeur, eh ben, le système de régulation enverra moins de puissance au moteur que si vous utilisez une grosse fraise sur une grande profondeur dans un bois dur. C'est le même principe qu'un régulateur de vitesse de voiture qui accélérera plus dans une montée que sur le plat. La voiture avancera à la vitesse voulue, quelle que soit la pente de la route, et c'est la même chose pour la fraise de la défonceuse. Quelles que soient les conditions d'usinage, la fraise tournera à la vitesse nominale de coupe, tout du moins dans les limites que permet la défonceuse. Mais au vu de la puissance de la machine, il y a de la marge. J'ai jamais atteint ces limites. La vitesse est réglable, on a une molette ici graduée de 1 à 5. La vitesse max est de 21 000 tours minute, ce qui n'est pas beaucoup pour une défonceuse, mais c'est normal pour une machine de cette catégorie. Une défonceuse polyvalente tourne entre 25 et 30 000 tours minute. Étant donné que cette défonceuse est prévue pour des usinages lourds, avec de grosses fraises, eh ben le moteur est bobiné en conséquence. Il ne tourne pas très vite, mais il est plus coupleux, et ça tombe bien parce qu'une grosse fraise doit tourner moins vite qu'une petite. Et ce qui est important, c'est la vitesse de coupe, c'est-à-dire la vitesse d'avance de la partie coupante de la fraise. Pour que la partie coupante se déplace dans le bois à une vitesse donnée, eh ben une fraise à grand rayon devra tourner moins vite qu'une fraise à petit rayon. D'ailleurs, la machine est livrée avec 2 pinces de serrage pour des fraises conséquentes. D'origine, vous pouvez monter que des fraises qui ont des arbres les plus gros, 12 mm ou 1,5 pouce, donc 12,7 mm. Donc vous vous en doutez, hein, si les fraises les plus courantes ont un arbre de 8, celles qui ont un arbre de 12 ou 12,7 ne sont pas celles qu'on va monter sur une affleureuse. Là, on a bas du boulot. Au passage, attention, ne montez pas une fraise de 12 dans la pince de 12,7, vous allez vite voir que ce n'est pas une situation d'avenir. Je vais quand même faire un rapide aparté sur une option intéressante pour cette machine, du coup. Il existe une pince de 8 mm qui permet de monter les fraises les plus courantes pour cette défonceuse. C'est l'option à acheter d'office pour cette machine. Ceci étant dit, revenons sur les particularités de la machine. Le bouton marche-arrêt est bistable. Il n'y a pas, comme sur certaines machines, de système de sécurité où il faut d'abord appuyer sur un bouton pour libérer une gâchette et mettre en route la machine. Ici, la sécurité consiste à déplacer un capot qui couvre l'interrupteur pour permettre la mise en marche. Ce choix a été fait, encore une fois, dans l'optique d'utiliser la machine sous table. On peut facilement laisser le bouton enclenché et commander les marches et arrêts avec un interrupteur déporté. Et en mode défonceuse standard, on a quand même une sécurité à la mise en route efficace, mais attention toutefois, dans le cas d'une coupure de courant, si votre machine reste en position démarrée, elle se mettra en route toute seule au retour du courant électrique. Donc la situation est rare, mais il suffit d'une fois pour perdre une main. Il y a quand même une sécurité supplémentaire pour quand on change de fraise. Pour changer la fraise, il faut descendre la défonceuse au maximum. Dans cette position, le capot de l'interrupteur est verrouillé en position fermée et la mise en marche est impossible. Mais même avec cette sécurité, je vous recommande quand même fortement de débrancher la machine quand vous changez de fraise ou que vous manipulez les accessoires. Et ça, c'est valable pour toutes les défonceuses, bien entendu. Donc quand la défonceuse est en bas, le capot de l'interrupteur est bloqué, mais il n'est pas le seul. L'arbre moteur est bloqué lui aussi. Quand on descend dans cette position, ce levier est poussé et une pige bloque l'arbre moteur. Et ça, c'est très pratique pour changer de fraise. Sur certains modèles de défonceuses, il faut appuyer sur un bouton pour bloquer l'arbre et il faut se débrouiller pour changer la fraise avec une seule main puisque l'autre est déjà prise. Avec la Triton, on a les 2 mains libres et c'est beaucoup plus pratique. Il faut utiliser cette clé de service pour changer les fraises. Elle est fournie bien évidemment. Alors mettre la défonceuse sur la tête n'est pas pratique à cause du câble électrique qui gêne la manœuvre. Il vaut mieux la mettre sur le côté pour changer la fraise. La semelle étant ronde, j'ai pris l'habitude de prendre appui sur une des poignées pour empêcher la défonceuse de rouler quand je serre ou desserre la pince. Je prends appui sur une poignée ou l'autre, bien sûr, en fonction de si je visse ou si je dévisse. Pour monter une fraise, il n'y a rien de particulier. On serre, pas comme un bourrin, et c'est tout. Par contre, pour enlever la fraise, c'est un peu différent. Il faut dévisser avec la clé jusqu'à pouvoir dévisser à la main. À ce moment-là, on a juste desserré l'écrou, la fraise est encore serrée dans la pince. On continue de desserrer, et on arrive à un point dur qu'on passe facilement avec la clé. Ce point dur passé, la pince est ouverte et la fraise est libérée. On peut l'enlever sans effort. Notez que la pince est très accessible, elle est bien en dessous de la semelle de la défonceuse. Sur ce modèle en comparaison, c'est moins pratique. Encore une fois, c'est voulu pour faciliter l'usage de la défonceuse sous table. Il faut penser qu'entre la semelle et la pince, il y aura aussi la table dans cette configuration. Pour en finir avec ce point, un détail important, le blocage automatique de l'arbre ne s'enclenche que si le cache de l'interrupteur est fermé. Là, je ne peux pas aller plus loin. Et là, je peux. On a vu la motorisation, le système de maintien de la fraise, voyons maintenant la plongée. Sur les modèles Triton, il y a 2 modes de plongée. Je crois que c'est la seule marque à présenter ces 2 modes sur une même machine. Le premier mode est le plus courant, le mode plongeant. On monte ou on descend la défonceuse en faisant coulisser la partie haute sur 2 colonnes et on bloque la position qu'on veut avec un frein qui se trouve là. Le frein n'est pas trop mal placé. On peut le manœuvrer sans avoir à lâcher les poignées.
J'appuie sur ce bouton et j'accède au second mode, le semi-stationnaire. Dans cette configuration, on monte ou descend la fraise en tournant cette poignée. Il faut d'abord enfoncer cette couronne orange pour permettre la rotation de la poignée. On peut alors monter ou descendre la fraise par petits paliers. On ne peut pas descendre à une position précise. Quand on relâche la couronne, la défonceuse remonte un peu. Ce mode à crémaillère est plein d'avantages. Classiquement, on utilise la tourelle qui est là pour réaliser des coupes à des profondeurs prédéfinies précises. Les 3 butées permettent de fraiser par palier pour éviter de fatiguer la machine et de détruire la fraise en voulant enlever trop de matière d'un coup. On descend un peu la fraise en utilisant la butée la plus haute, puis on usine et on recommence en utilisant au fur et à mesure les autres butées. Dans le mode semi-stationnaire, les 3 butées sont avantageusement remplacées par les multiples paliers qu'offre le système de plongée à crémaillère. On fait une passe, on descend un peu, on refait une passe et ainsi de suite. Et on utilise la tourelle ici seulement pour la dernière passe, pour caler la fraise à la profondeur voulue. C'est très pratique à l'usage, mais surtout ce mode a un énorme avantage quand on l'associe à ceci. Et ça, c'est un réglage fin de la hauteur. Je viens de dire qu'en mode semi-stationnaire, on peut régler la plongée à peu près, à un cran de palier près. Dans cette position, par exemple, si je veux descendre la fraise d'1 millimètre, je descends un peu et si je relâche la poignée, je reviens à la position de départ. On est limité par les positions des paliers. On peut s'en sortir en utilisant le frein comme ça, mais c'est moins précis. La bonne pratique, c'est d'utiliser le réglage micrométrique, ici, pour ajuster la position de la fraise. Et encore une fois, la machine est pensée pour une utilisation sous-table. Ce réglage fin ne fait pas exception. Contrairement aux réglages fins classiques qui ont un débattement limité, celui-ci agit sur toute la course de plongée en continu. Si je suis en position haute et que je m'amuse à tourner cette molette pendant 2 minutes, j'arriverai à la position la plus basse. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, un réglage fin c'est fait pour régler la plongée quand on est proche de la position voulue. Aucun intérêt de tourner cette molette pendant 2 minutes, on règle d'abord à peu près avec la crémaillère et seulement après on affine. Alors c'est vrai, mais regardez, je retourne la machine comme si elle était sous-table. Ici on a un crabeau qui permet d'utiliser le réglage fin en mode sous-table. La défonceuse est livrée de série avec cette manivelle qui sert à régler la hauteur de fraise sans passer sous la table et sans avoir à bricoler un système de levage de défonceuse. Avec ce modèle, on a tout ce qu'il faut de série pour la monter sous table. Alors en mode sous table, attention, il faut défaire cette vis et ouvrir ce capot pour enlever le ressort de plongée qui se trouve là. C'est dans la doc, mais tout le monde ne la lit pas. Un détail très important encore à propos de la plongée, puisqu'on en parle, la course de plongée est de 7 cm, ce qui est très bien. Ça permet de fraiser profondément, moyennant l'utilisation de fraises longues, et il ne faut pas oublier qu'une défonceuse sous table a une course de plongée réduite à cause de l'épaisseur de la table. Avec ce modèle, si vous avez une table épaisse de 2 cm par exemple, eh bien vous aurez encore une course utile de 5 cm. C'est pas mal du tout, et c'est vrai aussi pour tous les gabarits et montages d'usinage que vous placerez entre votre pièce et la semelle de votre défonceuse. Parlons sécurité et visibilité maintenant. La machine est équipée de carters en polycarbonate qui offrent une protection très efficace. C'est difficile d'aller mettre les doigts dans la zone de coupe. Au revers de la médaille, la visibilité de la fraise est exécrable. Le plastique est transparent, mais il est très vite recouvert de sciure, même avec une aspiration. Et de toute manière, même quand il est propre, il faut éclairer le fût pour y voir quelque chose. Et quand on éclaire, il y a beaucoup de reflets et c'est dans tous les cas très compliqué de regarder ce qu'on fait. À tel point que souvent, maintenant, je dévisse les carters pour faire les réglages avant de les remettre pour usiner. C'est vraiment pas pratique. On pourrait croire que ça permet une bonne aspiration de la sciure, mais non. Les carters doivent sûrement réduire l'éparpillement de la sciure, mais l'aspiration sur ce modèle n'est pas des plus efficaces. À ce sujet, l'emplacement pour le tuyau d'aspirateur est sur le dessus de la semelle. Il est fileté à gauche et il a un pas impérial. Et il n'y a pas d'adaptateur comme celui-ci fourni avec la machine. J'en ai pas vu non plus en option. Donc si vous en avez besoin d'un, allez voir cette vidéo-là. J'en fais un maison, celui-là. C'est cadeau. Et au passage, si les vidéos vous plaisent, pensez à les partager, les liker et à vous abonner. Il reste une chose importante à voir sur la machine, les aérations. Ce point est rarement évoqué sur YouTube ou ailleurs, et c'est dommage, surtout si vous destinez votre défonceuse à un usage sous table. En effet, la plupart des modèles, ils ont une ventilation sous le moteur, ce qui permet à la fois de refroidir le moteur et de souffler la sciure loin de la fraise. Mais en position sous table, avec cette configuration, la sciure vient fréquemment se loger dans le moteur, avec des conséquences néfastes pour la machine à plus ou moins long terme. J'ai eu pas mal de retours de certains d'entre vous qui ont eu ce problème. Sur ce modèle, les aérations sont latérales, ce qui réduit considérablement ce risque. Un autre détail qui va prolonger la durée de vie de la machine, l'électronique située ici est recouverte d'une résine protectrice. Ça ne facilite pas les éventuelles réparations, mais ça protège très efficacement les circuits. Voyons maintenant les accessoires. Alors la Triton TRA-001 est livrée avec une grande plaque qui sert à la fois de guide parallèle et de compas. Elle se monte facilement, il faut desserrer ces deux vis, placer la plaque sur la semelle, aligner les vis avec les trous, pousser les kikis pour les passer dans les trous,
Placez ces deux ergots en appui sur le bord de la semelle et vissez les kikis. En mode guide parallèle, on ajoute cette espèce de cornière en la fixant avec les deux vis qui sont là. Perso, j'ai ajouté un bout de bois pour améliorer le guidage. Sur la plaque, on a une pièce en plastique percée d'un trou qu'on peut positionner où on veut. En plaçant une pointe dans le trou, on transforme la plaque en compas. L'utilisation d'une pointe, au passage, est bien plus pratique que ce genre d'accessoire qui peut riper et foirer un usinage. Oui, c'est l'expérience qui parle là. Et c'est tout pour les accessoires. Il n'y a que le minimum et c'est logique pour un modèle qui est destiné à être monté sous une table. On va maintenant parler des choses qui fâchent. L'ergonomie de cette machine est perfectible. Et en ce qui concerne mon exemplaire, j'ai dû faire face à des défauts très gênants. Ils ne sont pas forcément à généraliser, mais vous devez les connaître parce que manifestement, je ne suis pas le seul à les avoir rencontrés. Donc si vous choisissez ce modèle de défonceuse, je dois vous prévenir des défauts que vous risquez de rencontrer. Je commence par la plongée. Les montées et descentes sont fluides, surtout dans le mode semi-stationnaire que j'utilise beaucoup. Mais le levier du frein de blocage de plongée se dévisse avec les vibrations, il a tendance à tomber de temps en temps, et il m'est arrivé de le chercher dans l'atelier pendant un moment. Hormis le fait que c'est pas terrible de devoir régulièrement resserrer la vis de fixation du levier, c'est très pénible de se rendre compte à la fin d'une passe qu'on ne peut pas défaire le frein parce que le levier est parti, et de perdre du temps à chercher où il est passé. Mais bon, ce défaut, même s'il est pénible, n'affectera pas un usinage. Malheureusement, il y a pire. Les vibrations ont aussi tendance à dévisser la molette de blocage de la butée de profondeur. Et là, les conséquences sont plus pénibles puisqu'il en résulte un usinage trop profond, évidemment impossible à rattraper. J'ai foiré quelques pièces à cause de ce défaut de conception. Et puisque c'est pas suffisant, c'est tout le système de réglage de profondeur qui est merdique. Le système de profondeur, c'est une pige, des butées et un frein. J'ai parlé du frein qui lâche, mais tout le reste déconne aussi. Les butées réglables ici sont des molettes en plastique qu'on monte ou descend en les vissant ou en les dévissant. Alors déjà, le système n'est pas conçu pour être fiable dans le temps. Des bouts de plastique qui se vissent sur du métal, il ne va pas falloir attendre longtemps pour que le système prenne du jeu et soit inutilisable. Et dans mon cas, j'ai pas eu à attendre du tout, parce qu'une des bagues plastiques a déjà tellement de jeu qu'elle ne reste pas en position. Et ça, dès la sortie de la machine du carton. Reste la pige. Au bout d'une petite dizaine d'utilisations et malgré un nettoyage régulier, elle se bloque et je dois utiliser une pince pour la débloquer. Pas besoin d'aller chez Festool pour trouver plus ergonomique, même une merdouille premier prix fait mieux que ça. Donc vous l'avez compris, je vais certainement pas vous recommander cette machine pour un usage traditionnel. Elle n'est pas adaptée par sa catégorie poids lourd, et encore moins adaptée à cause de ses finitions plus qu'insuffisantes. Heureusement, tous les défauts que j'ai évoqués ne concernent pas une utilisation sous table. Les éléments qui se dévissent ne sont pas utilisés, ni le frein, ni le système de calage de profondeur. Les problèmes d'ergonomie que j'ai évoqués en début de vidéo sont eux aussi hors sujet dans le cadre d'une utilisation sous table. Cette machine est en fait, à mon avis, la meilleure du marché pour une utilisation sous table parce qu'elle a été conçue expressément pour cet usage. Dans ce mode, elle est sans défaut et elle a des avantages que d'autres machines n'ont pas. Le système de réglage de hauteur de la fraise par la manivelle fournie est un vrai plus. C'est le seul modèle de défonceuse à ma connaissance qui prévoit d'origine un tel système. C'est aussi le seul modèle de défonceuse qui a un système de refroidissement du moteur adapté à un usage la tête en bas. Il n'y a que certains modèles de Festool à ma connaissance qui prévoient une pièce de plastique à clipser sur la machine pour protéger les ouïes de ventilation de la machine en usage sous table. C'est bien, mais ça reste une adaptation alors que Triton a conçu sa machine directement pour un usage sous table. Si on récapitule les avantages dans le cadre d'une utilisation sous table, ça donne un système de réglage de hauteur unique sur le marché, pratique et efficace, un système de refroidissement qui n'expose pas le moteur, un changement de fraise avec verrouillage automatique de l'arbre, un interrupteur de sécurité avec un cache facilement déportable, une puissance exceptionnelle, un poids important qui apporte une grande stabilité, la possibilité de monter les plus grosses fraises, une plongée importante de 7 cm et enfin des goupilles de montage rapide qui permettent de fixer et d'enlever la défonceuse facilement du guide et du plateau Triton TRA 300 pour ceux qui veulent l'acheter. C'est un plateau qui est fait exprès pour mettre la défonceuse sous table. Ça fait beaucoup d'avantages pour une utilisation sous table et pas d'inconvénients. Aucun. Et pour un prix très correct au regard des qualités de la machine, encore une fois, uniquement dans ce mode d'utilisation. Alors je vous l'avais dit, cette machine peut être la meilleure ou la pire, ça dépend de ce à quoi on la destine. Vous avez deviné tout seul que je vais vite trouver une remplaçante à cette machine pour placer celle-ci sous table. Je suis encore en train de réfléchir à la conception de la table et je réfléchis aussi au modèle de défonceuse idéal pour moi pour un usage classique. On en reparlera quand ce projet sera prêt, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et activer les notifications si le sujet vous intéresse. En attendant, je vous laisse avec une playlist sur les défonceuses, histoire de creuser le sujet. Si vous êtes à jour de ces vidéos, vous pouvez filer à l'atelier. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à bientôt dans le garage. Bisous!